Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Nicholas Roerich, 1874-1947. Mont Everest, Chomolungma, frontière de la Chine et du Népal. Dans l'Himalaya sacré, huile sur toile, 1934. Musée Roerich, New York. Le mont Everest, 8848 mètres, également connu au Népal sous le nom de Sagarmatha et au Tibet sous le nom de Chomolungma, est la plus haute montagne de la planète Terre, raison pour laquelle il a souvent été surnommé le toit du monde. Chomolungma est situé dans la chaîne de montagnes Mahalangur, au Népal et au Tibet. La frontière internationale entre la Chine, région autonome du Tibet, et le Népal traverse le point précis du sommet de l'Everest. C'est en 1856 que fut établie pour la première fois la hauteur du Chomolungma, alors connue sous le nom de Peak 15, à 8840 mètres. La hauteur officielle actuelle de 8848 mètres, telle que reconnue par la Chine et le Népal, a été établie par une enquête indienne de 1955 et confirmée par la suite par une enquête chinoise en 1975. En 1865, l'Everest reçoit son nom anglais de la Royal Geographical Society sur recommandation d'Andrew Wolfe, arpenteur général britannique de l'Inde. Comme il y avait une dizaine de noms locaux pour définir cette montagne, l'arpenteur général choisit de nommer la montagne d'après son prédécesseur à son poste, Sir George Everest, malgré les objections de celui-ci, qui ne se trouvait pas digne de cet honneur et était tout à fait opposé au fait de nommer des montagnes d'après des noms d'êtres humains. Chomolungma étant, qui plus est, et avant tout, une montagne sacrée aussi bien pour les Népalais que pour les Tibétains et les Indiens, cette montagne étant considérée comme le siège de la mère sacrée du monde, la déesse du jour, la seule qui puisse toucher les cimes célestes. C'est pourquoi il convient de dresser des drapeaux colorés pour l'honorer à chaque étape de l'ascension. Aujourd'hui, Chomolungma attire de nombreux grimpeurs, dont certains sont des alpinistes expérimentés et d'autres, malheureusement, moins, laissant sur les voies d'accès, plutôt que des totems de drapeaux colorés, toutes sortes de détritus, ce qui est pour le moins surprenant de la part de soi-disant férus de nature et d'écologie. Ainsi, ne doit-on qu'à la seule attention des locaux, et surtout d'équipes de Sherpas nettoyeurs, qui écument régulièrement les flancs de la montagne sacrée entre toutes, c'est à eux que l'on doit que bouteilles d'oxygène vides et rouillées, packs de nourriture lyophilisés vides, matériel d'alpinisme usagé ou brisé, et emballages plastiques divers, n'aient pas déjà souillé définitivement le toit du monde. Il existe deux principales voies d'escalade aujourd'hui, l'une s'approchant du sommet par le sud-est au Népal, appelée la voie standard, et l'autre par le nord au Tibet. En 2016, il y avait encore plus de 200 cadavres sur la montagne, certains d'entre eux servant même de point de repère. Chomolungma fait partie d'un des défis d'alpinisme les plus célèbres, réalisé pour la première fois le 30 avril 1985 par Richard Bass et connu sous le nom de Seven Summits. Ce défi comprend les plus hautes montagnes de chacun des 7 continents, la Concagua, 6991 mètres en Amérique du Sud, le mont Denali ou McKinley, 6194 mètres en Amérique du Nord, le Kilimandjaro, 5895 mètres en Afrique, le mont Elbrus, 5682 mètres en Russie, le Vinson Massif, 4892 mètres en Antarctique, le Mont Blanc, 4807 mètres en Europe, et le mont Kosciuszko, 2228 mètres en Australie.
Peintre, écrivain, archéologue, théosophe, philosophe et surtout infatigable défenseur de l'art, qu'il considérait comme le meilleur rempart contre la guerre. Nicolas Roerich, très influencé par l'occultisme qui était très en vogue à son époque, s'intéressa à l'hypnose et à d'autres pratiques spirituelles ésotériques. On prêta volontiers à ses peintures une expression hypnotique. On pensait qu'elles fixaient l'attention du spectateur à tel point qu'il ne pouvait plus s'en détacher. Il est vrai qu'un certain pouvoir fascinatoire en émane toujours aujourd'hui. Le personnage de Nicolas était si fascinant et combatif qu'en 1929, il fut nommé pour le prix Nobel de la paix par l'Université de Paris. Sa poursuite incessante de la paix après la boucherie de la Première Guerre mondiale le conduisit à créer un mouvement, Pax Cultura, surnommé la Croix-Rouge de l'art et de la culture. Son action ne fut pas vaine, puisque le 15 avril 1935, à la Maison-Blanche, les États-Unis et 20 autres nations de l'Union panaméricaine signèrent ce que l'on appelle désormais le pacte Roerich, l'un des premiers instruments internationaux protégeant les biens culturels contre la guerre. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, c'est pour lui un traumatisme absolu. Il se trouve alors en Inde et n'en bougera plus, peignant inlassablement les montagnes de l'Himalaya, qu'il mélange à des thèmes épiques, héroïques, et des saints russes comme Alexandre Nevsky. En 1942, Roerich reçoit Nehru dans sa maison de Koulou. Ils discutent du sort du monde qui naîtra après la Deuxième Guerre mondiale. Nehru dira: il pense qu'il faut une association culturelle indo-russe, et je le pense aussi, car il est temps de penser à une coopération utile et créative entre nos peuples. Plus tard, Gandhi se souviendra aussi de plusieurs jours passés avec la famille Roerich. Ce fut une visite mémorable dans une famille surprenante et très douée, où chaque membre était une figure remarquable en soi-même. Roerich lui-même reste dans ma mémoire très fortement. C'était un homme avec des connaissances étendues, une immense expérience, un homme au grand cœur, profondément influencé par tout ce qu'il observait.